BFM Business. Intégral Bourse, on prend le large. On prend le large et on s'intéresse aux marchés émergents chaque mercredi après-midi en particulier. C'est Bruno Vanier qui est avec nous cette semaine. Bonjour Bruno. Bonjour. Le président de Gemway Asset, spécialiste de l'investissement en actions émergentes. Où est-ce qu'on en est de ces marchés émergents, là, du cycle émergent? On a dû se parler il y a un mois, grosso modo, c'est ça Bruno. À l'époque, les marchés émergents avaient bien rebondi. Là. Voilà, il y a un mois, on avait évoqué un peu de prudence à court terme. Ouais. Parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, on a rebondi surtout sur des valeurs très cycliques, des valeurs de matières premières. Tout ça étant lié à une sorte de mini-cycle, mini-stimulus chinois qui a l'air d'avoir pris fin. Donc clairement, ces titres-là ont corrigé depuis, ont rebaissé. Pas énormément non plus, ils ne se sont pas effondrés. On pourrait avoir encore des baisses supplémentaires, à mon avis, sur certains d'entre eux. Donc toujours un peu de prudence à court terme. Comme on le disait, en fait, entre le mois de mai et l'été, c'est pas forcément une bonne période pour investir massivement. Non, mais le message était bien le bienvenu, effectivement. Plus agressif à ce moment-là. Mais voilà, comme toujours, on commence à avoir de belles opportunités quand même sur de belles sociétés. On parlait de Maruti la dernière fois. On va en reparler, mais juste pourquoi est-ce que vous dites et à quoi est-ce que vous voyez que le mini-cycle chinois là peut-être est en train de prendre fin aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On est toujours, de notre avis, on est toujours sur la même problématique chinoise, c'est-à-dire face à une transition économique, moins d'investissement, plus de consommation. Net, tout ça se traduit par une croissance moins forte et qui peut poser un certain nombre de soucis, notamment dans certaines provinces chinoises qui sont très industrielles. Et bon, pour adoucir cette transition, pour pas qu'elle soit trop violente et qu'elle crée trop de problèmes, notamment des problèmes sociaux, les autorités chinoises font à intervalles, j'ai envie de dire presque réguliers, des sortes de mini-relances financées par de la dette, par du crédit pour la plupart, pour faire en sorte que ces transitions ne soient pas trop douloureuses, entre guillemets, quoi. La tendance est claire, à notre avis, elle est plutôt vers moins de croissance globale et moins de croissance surtout de l'investissement. Donc, ces plans vont un peu à l'encontre de cette tendance, justement pour qu'elle ne soit pas trop violente. Et voilà, ce plan a commencé, on va dire, au cours de la fin de l'été dernier. En notre avis, il est à peu près terminé. Et alors, c'est intéressant, il y a un article qui a été beaucoup commenté, qui a été publié dans la presse officielle chinoise d'une personne, une source au pouvoir ayant autorité. Et semble-t-il que chaque fois que cette source ayant autorité vient dans les journaux chinois pour dire attention, la dette, c'est pas bien, derrière, effectivement, ça marque d'une certaine manière la fin du mini-cycle de relance, quoi. Voilà, donc c'est peut-être tout ça est peut-être orchestré bien sûr par Pékin. Il faut toujours un peu se méfier de ces sources autorisées, comme on dit. Clairement, de toute façon, le but des autorités, c'est pas non plus une fuite en avant vers de la croissance trop forte financée par de la dette. Voilà, ils viennent de marquer un peu la fin de la récréation pour calmer le jeu. C'est vrai que les prix immobiliers étaient fortement repartis à la hausse. On a globalement une tendance à la hausse sur les prix immobiliers chinois, mais là aussi on a j'ai envie de dire dépassé la tendance, donc il serait pas étonnant qu'on revienne un petit peu, quoi. Notamment pour des raisons fiscales également. Il y a eu un changement de calcul de taxes. On passe de business tax vers une TVA, et le dernier secteur, c'est notamment le secteur immobilier qui est passé le 1er mai. Là aussi ça fausse sans doute un peu les chiffres à court terme. Au final, j'ai envie de dire, ce mini-cycle chinois est sans doute terminé. Alors bien sûr, on ne peut pas le dire avec certitude. Et ça a un impact relativement négatif, j'ai envie de dire, sur le prix des matières premières, lesquelles se sont calmées. Est-ce qu'on va recommencer à se poser des questions sur le yuan? Alors on rappelle, il est fixé chaque matin par la Banque centrale chinoise. Ce matin, au fixing, il a été arrêté à son niveau le plus bas depuis 5 ans. La Fed est en train de nous dire qu'elle veut essayer quand même de faire toujours ces 2 hausses de taux cette année. Est-ce qu'on peut revivre là des crispations autour de la question de la monnaie chinoise, des réserves de change, quand on voit la courbe du dollar index et les réserves de change chinoises, la corrélation est très très claire quand même. Il y a eu quand même beaucoup de sorties de capitaux de Chine au cours des derniers mois, un peu moins tout à fait récemment, je dois dire. Tout ça a eu un certain
certain impact négatif sur la devise, laquelle est maintenant, vous savez, basée sur un panier de devises plutôt que sur le dollar uniquement. Alors forcément, quand le dollar remonte, ça a un poids. Ça a un poids. Le reste du panier baisse et donc le panier par rapport au dollar baisse un peu. On n'est pas à un niveau du reste très inquiétant aujourd'hui. On n'est pas en dessous de 6,60, je veux dire, c'est pas forcément très, très inquiétant tout ça. Rappelons quand même que c'est une devise qui a été très forte au cours des 5 dernières années. Elle ne marque un peu de faiblesse, j'ai envie de dire, que depuis quelques mois, depuis l'été dernier, on va dire, ou un peu plus tôt. Nous, on ne voit pas trop de risques, bien sûr, là-dessus. Alors évidemment, si les entreprises chinoises devaient encore plus s'endetter, que la dette chinoise devienne un problème, bien sûr, on pourrait se poser des questions sur la devise. On n'est pas du tout dans une problématique plutôt de compétitivité. Les industries ou l'industrie en général exportatrice chinoise garde sa compétitivité. Les parts de marché chinoises au niveau des exportations sont maintenues. Donc pas de risque à ce niveau-là. Au terme, on parle de dette. La dette, certes, a augmenté au cours des derniers mois, des dernières années, mais elle n'est pas à un niveau qui est catastrophique. Et comparé à d'autres pays, elle a un niveau tout à fait raisonnable. Les entreprises chinoises ont beaucoup réduit leur dette externe en dollars. Elles ont fait du refinancement en yuan. Donc ça aussi, ça a eu un impact de sortie de capitaux. On a l'impression qu'on est plus à la fin de ce mouvement qu'au début. Et un secteur que vous aimez bien, en Chine notamment, c'est le secteur de l'Internet. Ces grandes valeurs de l'Internet chinois, alors qui sont tous des leaders évidemment sur leur marché, mais ça en fait quasiment des leaders mondiaux de fait quasiment. Alors, des Tencent, des Alibaba, toutes ces valeurs-là qu'on commence à connaître. C'est vrai qu'elles ont des tailles absolument gigantesques. Alibaba a sorti ses chiffres, c'est un volume de transactions presque à 500 milliards de dollars sur les 12 mois qui sont terminés en mars dernier. Des sociétés qui fait 16-17 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc vraiment des sociétés importantes. En termes de capitalisation boursière, elles sont autant Tencent que Alibaba, qui sont les deux géants de l'Internet chinois. L'un c'est un réseau social, Tencent, Alibaba étant plutôt spécialisé dans le e-commerce. Elles font à peu près 200 milliards de dollars de capitalisation boursière chacune. C'est encore plus petit, bien sûr, que les Facebook et autres Amazon, qui sont plutôt autour des 300-330 milliards. Le potentiel reste néanmoins extrêmement fort en termes de volume de transactions qui augmente tout le temps, dont la part mobile est aujourd'hui à plus de 70%. Donc la Chine, c'est le pays de l'Internet en termes de pourcentage du commerce traditionnel. On est autour de 12-13%, donc c'est un chiffre qui est parmi les plus élevés au monde. Les Chinois aiment bien se balader sur leur téléphone, sur WeChat, sur leur smartphone plutôt, et font facilement des transactions sur Internet. On comprend évidemment le gigantesque potentiel de ces entreprises et des secteurs qu'elles exploitent. Est-ce qu'il y a quand même un problème ou une question de transparence là, pour les investisseurs internationaux et notamment Alibaba qui est coté au New York Stock Exchange, au Nasdaq plutôt plus précisément, à Wall Street. Là, ils sont sous le coup d'une enquête des autorités américaines pour voir un petit peu dans leur comptabilité si tout est correct. Et c'est des structures encore de coûts qui sont très compliquées. Enfin, des structures, des cascades de holding et compagnie. Enfin, c'est pas très simple à lire tout ça, on a l'impression. C'est effectivement pas aussi simple qu'une société qui serait cotée à Hong Kong comme Tencent, qui n'a pas ce problème effectivement, je dirais pas de cascade parce que là le terme est un peu fort, mais effectivement de plusieurs sociétés. Qui tient tout simplement à la cotation au Nasdaq. Alibaba, JD.com, Baidu sont des sociétés chinoises cotées à New York pour des raisons fiscales, pour des raisons de propriété intellectuelle également. Elles ont préféré cette voie plutôt qu'une autre. Et tout ça, effectivement, paraît moins transparent que si un titre tout à fait traditionnel serait coté à Hong Kong ou ailleurs. Mais ça suscite pas chez vous plus d'inquiétude que ça, Si, bien sûr, il faut faire attention. Alibaba n'a pas été d'une très grande transparence depuis sa cotation. Je rappelle que le titre a coté en septembre 2014, il me semble, c'est ça. Le titre avait bien marché au début. Après, toute l'année dernière, c'est plutôt un titre qui a été décevant en bourse.
Je trouve qu'il est intéressant de s'y réintéresser aujourd'hui parce que, bon, d'une part, le titre a baissé, donc on est sur des multiples qui sont assez raisonnables pour une croissance, pour une telle croissance. Les résultats ont été très bons sur le dernier trimestre et surtout sur les 12 derniers mois. Mais effectivement, cette transparence, quand même, ils ont quand même beaucoup communiqué sur leur... Il y a un engagement quand même à faire mieux. Exactement, sur leur participation notamment. Mais voilà, c'est une amélioration constante. Il faut bien sûr faire attention à ce genre de choses. Ils savent qu'ils sont regardés de très près. La preuve, voilà, les autorités américaines. Alors ils coopèrent, hein, bien sûr. Voilà, ils fournissent les documents. Je rappelle quand même, c'est les 2/3 du e-commerce chinois. Donc c'est vraiment une société énorme. Effectivement, c'est pas une coquille vide, quoi. Voilà, non, mais parce que des sociétés chinoises qui se sont crachées, voilà, on en connaît. Et c'était exactement. C'était beaucoup plus petit. Voilà, on parle pas d'exactement la même chose. Hein, exactement. C'est pas le même sujet. Vous nous aviez parlé de Maruti Suzuki en Inde la dernière fois que vous êtes venu. Ça, c'était une valeur que vous aimiez bien. Et puis il y a Samsung aussi. On peut en parler. Samsung électronique. Qui est intéressant. On parlait des smartphones en Chine. Bon, je sais pas. Enfin, Alors, Samsung, vous le savez, vend beaucoup de smartphones. C'est un des plus grands fabricants mondiaux de smartphones. Ils ont eu l'heure de gloire quand ils ont lancé leur Galaxy. Ça s'est un peu moins bien passé après. Ils ont perdu des parts de marché dans le haut de gamme vis-à-vis d'Apple, vis-à-vis de l'iPhone. Ils ont également perdu des parts de marché dans le moyenne gamme vis-à-vis de fabricants chinois qui sont désormais très très importants. Mais voilà, depuis quelques mois, ça va mieux au niveau de l'activité mobile. Hein. Le Galaxy 7, qui est un téléphone extraordinaire, on peut le dire. Dixit, l'actionnaire de Samsung. non, mais ils rivalisent. Évidemment, ils sont au niveau en termes de technologie. Alors, vous allez me dire que le smartphone, c'est plus un secteur de croissance comme ça l'a été. Non, c'est un peu ce que nous dit Apple, d'ailleurs. Exactement. Et alors, surtout dans le haut de gamme, où on va dire... toutes les personnes qui peuvent s'acheter l'équivalent d'un iPhone l'ont déjà fait. Après, il y a la question du cycle produit. Enfin, il y a quand même un renouvellement qui s'effectue. Il y a un renouvellement. Comme je disais, le Galaxy 7 est quand même d'une très grande qualité. Mais c'est pas que ça, Samsung. C'est ça qui est aussi intéressant. Samsung est très présent dans le monde du semi-conducteur. Ouais. Ils sont leader mondial incontesté dans la mémoire, dans les écrans, les nouveaux écrans qu'on appelle les écrans OLED. Ils vont fabriquer pour Apple, donc c'est aussi un fournisseur attitré d'Apple. Donc ils sont concurrents d'un certain côté, mais ils sont aussi fournisseurs d'un autre côté. Et puis surtout, c'est une société qui rachète ses titres, qui les annule. Donc il y a une relution intéressante à ce point de vue-là. Une société qui a 50 et quelques milliards de dollars de cash, excess cash au bilan, et qui utilise ce cash pour racheter ses propres titres. Par ailleurs, ça se traite à une fois l'actif net comptable. Donc c'est vraiment une valorisation extrêmement basse. Hein. Oui. C'est comme si on achetait une marque sans payer la marque, d'une certaine manière. C'est value. Apple aussi, c'est value. C'est ce que nous dit Warren Buffett. Voilà, tous ces constructeurs. Alors, si Warren Buffett achète de l'iPhone, on pourrait bien acheter du Samsung. Oui, c'est ça. Bon. Donc voilà, ça nous paraît intéressant. Effectivement, c'est une des premières positions de notre fonds. Donc je le dis pour que ce soit effectivement public. Hein. C'est clair. Merci beaucoup, Bruno. Merci d'être venu nous voir. Bruno Vannier, le président de Gemway Assets, avec nous sur BFM Business.